Bonjour à tous, bienvenue virtuellement à Oxford pour cet entretien dans le cadre du choix Goncourt du Royaume-Uni. Je commence par remercier la Maison française d'Oxford et Anne-Sophie et Rob à la technique qui nous permettent de diffuser cet entretien, mais aussi je voudrais saluer la collaboration du service ESRI de l'ambassade de France, l'Institut français du Royaume-Uni à Londres, la Faculty of Medieval and Modern Languages, la librairie La Page et l'Association universitaire de la francophonie. Merci aussi à l'Académie Goncourt. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir avec moi Gaël Faye. Bienvenue virtuellement à Oxford, Gaël Faye. Bonjour. Bonjour à vous. Donc, j'espère un jour avoir l'occasion de vous accueillir en personne. Mais en attendant, merci d'être avec nous. Alors, les étudiants qui participent au choix Goncourt ont lu avec beaucoup de plaisir Jacaranda. Et je voudrais en parler un petit peu avec vous aujourd'hui. Jacaranda, c'est l'histoire d'un arbre, c'est ce que suggère le titre, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est l'histoire de personnages, c'est l'histoire de famille, c'est l'histoire de l'histoire et c'est l'histoire d'un pays. Et dans la mesure où nos étudiants, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas forcément bien informés sur ce qu'a été l'histoire du Rwanda pendant l'époque que vous évoquez, et qui voient le Rwanda surtout comme un pays sur une carte, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de la place du Rwanda dans votre fiction? Alors, le Rwanda, dans la fiction, a un rôle central parce qu'il y a une, une connaissance du Rwanda surtout liée à l'événement euh, extrêmement dramatique qu'a été le génocide à l'encontre des Tutsis du Rwanda, donc entre avril et juillet 1994. Et c'est à ce moment-là que le Rwanda, disons, euh, a, a connu une très grande médiatisation. Euh, J'avais envie de revenir à une échelle humaine, de qu'est-ce qu'un génocide, euh, qu'est-ce qu'un génocide peut faire après dans la vie, en l'occurrence dans mon histoire d'une famille. euh, Quelles sont les répercussions de cette violence extrême euh, dans, dans les relations entre des individus. Comment on se reconstruit d'une telle violence? Comment on réapprend à s'aimer? Comment on réapprend à discuter? Comment on réapprend à faire société, à avoir des amis, à discuter? C'est tout ça qui m'intéresse. Donc, le roman ne parle pas directement du génocide, d'ailleurs j'en serais incapable, mais il parle des répercussions et de ce qui s'est passé pendant les 30 ans qui ont suivi le génocide, parce que maintenant, voilà, il y a quelques mois, on a commémoré la 30e commémoration du génocide. Alors, vous avez comme personnages principaux un garçon, Milan, et une fille, Stella, qui ne sont pas de la même génération, mais dont les vies vont se rencontrer. Et je voudrais parler de Milan un petit peu d'abord, puisque Milan, c'est ce personnage qui est franco-rwandais, qui habite à Versailles, qui a une vie tranquille de la bourgeoisie versaillaise et qui va soudain découvrir une partie de son héritage parce que sa mère ne lui a guère parlé du Rwanda. Et est-ce que c'est une situation qui est une situation courante? Est-ce que c'est un génocide qui a été tu dans les familles rwandaises? Est-ce que cette découverte progressive est là comme simplement comme moteur romanesque ou est-ce que ça correspond à quelque chose qui vous est familier? Oui, cela correspond à, je pense, un, un trait de caractère des communautés qui ont subi des violences extrêmes. 94, j'en parle bien sûr comme étant euh, le moment du génocide à l'encontre des Tutsis, mais il faut savoir qu'un génocide, ce n'est jamais une explosion subite dans un ciel bleu.
il y a toujours une préparation. Et la préparation commence par les idéologies, commence par les pogroms qui ont eu lieu au Rwanda dès 1959. Donc, les familles rwandaises qui avaient subi ces massacres, qui avaient subi les exils, euh, avaient déjà une histoire de violence. Lorsque 94 arrive, c'est le point culminant de cette préparation génocidaire. On a, pour commettre un génocide, il faut d'abord préparer les esprits. Donc, c'est une communauté qui vivait déjà dans cette peur, avec peut-être cette intuition qu'un jour ou l'autre, le pire pourrait arriver. Mais lorsqu'il arrive, cela dépasse toujours l'entendement et toujours ce que l'on pouvait imaginer de pire. Donc, les familles rwandaises que j'ai côtoyées, et je peux parler bien entendu également de la mienne, dans la réalité étaient déjà des familles dans lesquelles le silence était déjà lourd. On ne parlait pas facilement de ce qui s'était passé parce que c'est aussi des situations d'humiliation, des situations où les individus sont déshumanisés. Et donc, il est difficile d'en parler directement, par exemple, à ses enfants. Et oui, j'avais envie euh, que ce silence-là soit, soit comme un personnage, comme un thème qui recouvre toute l'histoire du roman. Et alors, dans le roman, et on ne va pas tout révéler parce que certains ne l'ont peut-être pas encore fini, dans le roman, il y a des révélations progressives. Il y a certaines choses qu'on croit savoir qui vont s'avérer fausses ou des compléments d'informations qui vont venir bouleverser la donne. Et je vais prendre un exemple qui est au début du roman, pour ne pas trop révéler. C'est ce personnage de Claude, donc, qui arrive. Ce personnage de Claude qui, pour Milan, au départ, sera le frère qu'il rêvait d'avoir. Et ce personnage de Claude, donc, c'est un jeune garçon qui arrive du Rwanda, dont Milan pense que c'est un de ses cousins, et on va découvrir après qu'à cause des relations familiales compliquées, c'est en réalité son oncle. Et cet enfant Claude, enfant blessé, et qui porte une blessure à la fois réelle et symbolique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de ce personnage? Oui, Claude est, est l'incarnation de ces enfants rescapés du génocide, des enfants qui ont perdu du jour au lendemain tout leur univers et qui sont très jeunes et qui doivent ensuite apprendre à être des adultes malgré cette, euh, cette blessure originelle qui a tout dévasté. Et il était important pour moi d'avoir une figure de survivant, véritablement de survivant, d'une personne qui était au cœur du désastre. Et que cette personne ait le même âge que mon narrateur. Ça me permettait euh, de, de saisir la différence qui peut exister entre des personnes d'une même génération, mais qui ne sont pas passées par les mêmes expériences. En l'occurrence, c'était peut-être aussi une façon pour moi d'accompagner mon- ma euh, ma propre expérience de vie. J'ai, je pense, eu une forme de culpabilité à côtoyer, et encore aujourd'hui, à côtoyer des gens de mon âge qui ont traversé le génocide, qui sont des survivants du génocide. Et il me manque parfois les mots, il me manque parfois une façon d'être et d'essayer d'être, oui, d'être en empathie, de comprendre, bien que ce soit mon histoire. Mais il y a un proverbe rwandais qui dit, il n'y a que celui qui a traversé la nuit qui peut la raconter.
Et donc, il y avait quelque chose de cet ordre-là dans la relation qui va s'établir entre Milan et Claude. Oui, il faut que je dise Milan, pardon, j'ai dit Oh Milan non, non, jusqu'ici. Milan, ça va très bien aussi. Et alors, avant que nous passions la parole à Anne de Peffiou qui est avec nous et qui va faire une première lecture, j'ai une toute petite question à propos de ce prénom de Milan. Est-ce que c'est un hommage à Kundera? Oui, c'est un hommage à Kundera, effectivement. D'accord. Et d'ailleurs, Milan l'explique à un moment donné au personnage de Sartre en lui disant oui, mon père lit Kundera. Alors, Anne de Peffiou est avec nous et va lire un premier extrait du roman. Bienvenue, Anne. Bonjour. Donc, vous ayant entendu, j'ai envie de parler de la relation de Milan avec sa mère et justement de la place de ce silence. C'est un extrait qui commence page 142. Ma mère m'a embrassée, un peu gauche. Dans son salon rangé comme un modèle d'exposition, elle m'a invitée à m'asseoir. Depuis plusieurs années maintenant, on ne se voyait qu'une à deux fois par an, toujours à Versailles. Tu as quitté ton studio? Oui, ça m'a fait bizarre quand même. Un petit pincement au cœur, je dois dire. Le mieux de toute façon, c'est de ne s'attacher à rien. Tu pars toujours demain? Oui, à midi, je déjeune avec papa et le soir, je prends mon vol pour Kigali. Et tu dors où ce soir? Chez un ancien copain de la fac qui vit dans le 20e. Tant que j'y pense, prends les enveloppes maintenant. Comme ça, on n'oublie pas, m'a-t-elle dit en les récupérant sur la table basse. Donc, celle-ci est pour Eusébi et celle-ci pour Mamie, c'est écrit dessus. Tu fais attention, il y a de l'argent dans celle d'Eusébi. Et dans celle pour Mamie, une lettre et quelques papiers administratifs. Elle s'est dirigée vers la kitchenette pour préparer le café. Elle m'a dit quelque chose, mais avec le sifflement du percolateur, je n'entendais pas. Je l'ai rejointe et lui ai demandé de répéter. Tu peux dormir ici cette nuit, le canapé est très confortable, a-t-elle dit rapidement sans me regarder. Un frisson a parcouru mon échine. Ces dernières années, je l'avais si peu vue et nos discussions restaient tellement en surface pour éviter les sujets brûlants que cette simple proposition me fit l'effet d'une déclaration d'amour. Avec plaisir, maman. Le restaurant chinois proposait un buffet à volonté. Je me retrouvais toute une soirée en tête-à-tête avec ma mère, une chose si rare que je ne me souvenais pas de la dernière fois où c'était arrivé. Nous étions les seuls clients dans l'établissement. Les serveurs ont l'air de te connaître. Tu viens souvent ici? Oui, c'est pratique. C'est pas loin de la boutique. Tu n'attends pas et c'est pas cher. Et en plus, c'est peu fréquenté, ce qui m'arrange. Je suis sûre de ne pas croiser mes clientes. La vision de ma mère mangeant seule sa soupe pékinoise dans ce restaurant vide me déprima un peu. Comment ça va, la boutique? Ça va, toujours la même chose, j'ai mes habitués. Heureusement, car la vente en ligne commence à faire des dégâts dans le prêt-à-porter. Tu ne fais que travailler? Non, non, je prends du temps pour moi. 3 fois par semaine, je continue d'aller à la piscine. Et sinon, côté cœur, j'ai demandé, tu vois quelqu'un? Comment ça? T'as pas de petit copain? Tais-toi, s'est-elle écriée d'un air outré en regardant autour d'elle comme si nous étions observés. Un fils ne demande pas ce genre de choses à sa mère. Oh, ça va, maman, j'ai plus 10 ans. Tu peux me le dire si tu vois quelqu'un. Et puis, c'est quoi encore cette règle? Non, non, je ne parlerai pas de ça avec toi, ce ne sont pas tes affaires. D'accord, d'accord, c'est ta vie privée, j'ai dit d'un ton narquois en levant les mains au ciel. Mais tu es en train de me dire que depuis papa, tu n'as rencontré personne? Ça suffit, a-t-elle dit sèchement. Dans notre culture, ce sont des choses qui ne se font pas. Dans notre culture? Mais attends, tu parles de quoi? Elle a détourné le regard et fait signe au serveur de nous apporter 2 autres bières Tsingtao. À ce moment-là, la clochette de la porte a tinté et un couple de vieux Versaillais emmitouflés avec de gros manteaux est entré. J'ai vu le visage de ma mère se décomposer. Ah, c'est pas vrai, m'a-t-elle soufflé paniquée. C'est une de mes clientes, je veux pas la voir. Mets-toi bien devant moi, cache-moi. J'ai décalé ma chaise bien en face d'elle. Elle s'est enfoncée dans son siège en baissant les yeux et le menton. Une fois débarrassés de leurs manteaux et de leurs écharpes, le couple est passé devant notre table en nous saluant d'un monsieur, dame, avant d'aller se servir au buffet. Ma mère n'a pas osé répondre et quand ils sont à nouveau passés devant nous, je leur ai souhaité un bon appétit qu'ils ont accueilli d'un grand sourire courtois. Tu peux te détendre maintenant. L'alerte est terminée, je crois qu'elle ne t'a pas reconnu, j'ai chuchoté. Tu crois?
Tu sais ce qu'on dit? Tous les Noirs se ressemblent. Ma mère a été prise d'un fou rire qu'elle a tenté de réprimer en mettant sa main devant sa bouche. Et nous voilà tous les deux lancés dans un rire silencieux qui nous contractait les muscles du ventre à faire mal. Elle a fini par reprendre ses esprits en s'éventant le visage d'une main. Merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça. Tu devrais prendre des vacances. Oui, c'est prévu, en août. Mais c'est loin, ça. Tu veux pas venir avec moi? Où ça? Eh bien, au Rwanda. Elle a arrêté de mastiquer un quart de seconde et le rire n'était plus qu'un lointain souvenir. Le Rwanda, c'est pas des vacances pour moi. Mais tu comptes y retourner un jour quand même. La dernière fois, c'était il y a 12 ans déjà. Ce n'est pas dans mes projets, a-t-elle dit sèchement. Écoute, maman, je ne cherche pas à t'embarrasser, c'est une question sans arrière-pensée. Oui, très bien, et ma réponse est claire, non? Elle ne l'est pas tant que ça. J'aimerais comprendre. Elle s'est reculée sur sa chaise, maintenant tout à fait sur la défensive. Il n'y a rien à comprendre. Je suis partie depuis bientôt 40 ans. Ce n'est plus mon pays. J'ai choisi ma vie, j'ai choisi de tourner la page. Qui est-ce que ça gêne? Moi, maman. Ça me gêne parce que je ne connais pas la page que tu as tournée. Tu ne me l'as jamais lue. Arrête avec ta métaphore ridicule. Mais c'est toi qui viens de l'utiliser. Milan, tu m'embêtes avec tes questions. Et toi avec tes silences, maman. Merci. Merci beaucoup, Anne, de cette belle lecture hein, qui fait la transition magnifiquement pour que nous abordions une question centrale. Hein, c'est ce retour au Rwanda pour Milan, ce retour dont la mère ne veut pas réellement et qui va être pour lui une extraordinaire révélation. Il va comprendre des choses. Il y en a d'autres qu'il ne va pas comprendre, mais même dans ses interrogations, ses incompréhensions, il y a une partie de la construction de son individu. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la relation que va entretenir Milan avec le Rwanda? Oui, merci beaucoup Anne pour cette belle lecture. Euh, la relation, c'est une relation qui, euh, qui est liée à à sa, à sa tendresse, à son amour, à son amitié, à son lien avec des personnes. Euh, D'abord Claude, bien entendu, ensuite Eusebi, Stella. Et donc c'est un pays où il se sent mal à l'aise parce que l'histoire, ce qu'il entend, ce qu'il découvre au fur et à mesure, cette violence qui s'insinue dans tous les actes de la vie quotidienne, mais aussi un, un sentiment irrépressible, un lien irrépressible avec toutes les personnes qu'il va rencontrer. Je peux aussi rajouter Mamie, donc sa grand-mère qu'il va découvrir. Euh, je peux parler aussi d'Alfred. Et donc il y a comme ça euh, un- comme une position d'attrait, de répulsion à la fois. Et donc, ces personnages dont vous parlez, il y en a un certain nombre qui sont réellement membres de la famille de Milan. Vous parlez de Claude et de Mamie, entre autres. Et après, il y a tous ces gens avec lesquels il tisse des relations qui sont extraordinairement proches. Alors, on a mentionné Stella tout à l'heure, hein, la petite Stella qui est bébé lorsqu'il la rencontre pour la première fois, qu'il va prendre dans ses bras et elle va sourire pour la première fois lorsqu'elle est dans ses bras, avec cet extraordinaire moment de complicité et quelque part qui vient créer un lien très très fort, non seulement entre lui, Stella et la mère de Stella, mais plus profondément entre lui et sa culture rwandaise, je pense. Et Milan a aussi, on n'en a pas parlé, un ami extraordinaire, vous avez simplement mentionné son nom à propos d'une conversation, et c'est Sartre.
Alors, ce personnage de Sartre est extraordinaire. Enfin, il est vraiment, il est bigarré, il est original, il est généreux et en même temps, il a ses petites manies, ses petites colères. C'est une espèce d'éternel adolescent, mais avec ça, il sert de père à des enfants qui n'ont plus de place dans une vie familiale normale. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de cet amateur de musique un peu fou et très, très, très amical pour le lecteur, en tout cas. Je crois que c'est un personnage dont on sent ce rayonnement extraordinaire. Oui, tout à fait. Sartre, c'est un poète, un, un idéaliste, c'est un Don Quichotte. Il est persuadé que l'on peut, euh, que la culture, avec un grand C, est, est une façon de combattre l'obscurantisme, la violence, la bêtise crasse de l'humanité. Et donc, il, il est porteur de cette énergie-là, il est généreux, il ouvre un endroit qu'il appelle lui-même le palais et fait de tous ces orphelins que l'on nomme les maïbobos, ces enfants des rues, il en fait des princes et des princesses de son royaume. Et donc, c'est vraiment euh, c'est un personnage, oui, lumineux, lumineux qui décide de ne pas se laisser happer par la lourdeur de l'histoire du Rwanda, de ce que tous les personnages ont traversé. Et c'est un personnage qui m'a été inspiré par des gens aussi que j'ai rencontrés, qui, dans les pires des situations, arrive à garder cette flamme de l'optimisme et du combat par l'art. Et il est très important, il est très important, et aussi dans le lien qu'il a avec Claude, qui évoluera bien entendu. Oui, et Sartre est un personnage qui va essayer de transcender ce qui est à la base du génocide, hein, donc de ces oppositions et de ces attaques contre les Tutsis, hein. C'est quelqu'un qui, on le découvrira sans faire partie donc des opprimés, est quelqu'un qui va de fait prendre cause pour eux et ouvrir sa maison à tous par cet intérêt pour une culture qui est un peu une culture arrêtée dans le temps, puisqu'il a hérité de cette culture, littéralement, puisque il a hérité de biens de gens qui partaient, mais qu'il va partager avec beaucoup de générosité. Et on a, au cours du roman, puisque le roman se déroule sur une période longue, on a les enfants qui vont grandir, qui sont en quelque sorte presque ces enfants qui vont eux-mêmes se marier, eux-mêmes recréer des ambiances. Et on a l'impression que dans un monde où beaucoup de gens ont fait beaucoup de mal, c'est quelqu'un qui cherche à contrer cela par un manque de jugement, au sens de un manque de jugement critique, par un manque de reproche, par une ouverture, je dirais, à l'autre, qui est vraiment sa méthode de fonctionnement. Et ce personnage donc qui porte ce prénom, enfin, où il s'est doté de ce prénom curieux de Sartre, donc devient une incarnation d'une sorte de philosophie bienveillante vécue au quotidien. Oui, tout à fait. C'est un humaniste, poète, utopiste. Il est profondément attaché à la beauté humaine et à la beauté du monde. Il est sensible aux arts, à tout type d'art. Donc c'est pour ça que ce palais est rempli et de livres et de musique. Euh, il porte le nom voilà, de Sartre parce que c'est aussi une caractéristique voilà, de ce que euh, je- j'observe voilà, et au Burundi et au Rwanda, où l'on donne des surnoms aux gens assez facilement. Et lui, bon, en l'occurrence, il a un strabisme.
on va l'appeler Sartre et il en sera très heureux parce que il, euh, il porte le nom d'un grand écrivain. Et alors, il représente la mémoire culturelle, en quelque sorte, face à d'autres qui ont d'autres formes de mémoire. Le livre parle beaucoup de mémoire, puisque il y a la mémoire que l'on porte en soi, il y a la mémoire que l'on a de manière presque inconsciente, hein, qui est celle des Rwandais qui parfois ne se souviennent pas parce qu'ils sont trop jeunes, mais qui ont hérité de la lourdeur du génocide. Il y a aussi la mémoire dont certains se sentent investis, cette espèce d'obligation d'aller à la recherche de l'histoire. Et on va voir cette démarche très clairement effectuée par différents personnages, en partie par Milan qui cherche à en savoir plus sur sa famille, mais aussi très très nettement par le personnage de Stella. Stella qui vit avec les générations de femmes de sa famille et qui va chercher à remonter le temps grâce aux souvenirs qu'elle enregistre. Oui, tout à fait. Stella a une chance extraordinaire, c'est qu'elle habite avec son arrière-grand-mère, Rosalie, qui est une vieille dame qui euh, est née et a grandi dans un Rwanda où la carte d'identité ethnique n'existait pas encore. Et donc, elle a ce souvenir de ce Rwanda euh, qui, qui, au moment où elle le raconte, est devenu un Rwanda mythifié, un Rwanda presque euh, oui, presque de nostalgie, où il était encore question des rois, des clans, euh, et, et de l'importance du, de la culture, des danseurs ignorés, de la poésie pastorale. Et elle, et donc cette Rosalie, n'étant pas, ne s'étant pas construite avec une grille de lecture raciale, est très décomplexée et très euh, ouverte à raconter son histoire à sa petite fille. Et cette petite fille qui, elle, grandit dans un Rwanda qui se veut post-ethnique, euh, elle est également très friande de ces histoires-là parce que d'un coup, elle entend, elle perçoit l'histoire d'un pays qui n'est pas un pays que l'on résume à des ethnies et à des violences. Elle entend des histoires qui la font rêver, comme on raconte Il était une fois un enfant. Et cette relation, elle, elle est, elle est très puissante et elle permet comme de passer par-dessus la violence de ce qu'a subi le Rwanda au cours du XXe siècle. On passe directement de cette fin du XIXe siècle avant l'arrivée des premiers colons et explorateurs européens, à directement l'après-génocide, euh, qui est qui est aussi une société qui veut se débarrasser d'une certaine façon de toute de toute cette grille de lecture raciale que les Rwandais ont intégrée, ont finalement incorporé. Euh, il, euh, il y a eu des générations sacrifiées. Mamie, Eusebi, Yvonne, non pas Yvonne, Vénancia, Yvonne, elle est dans Petit Pays. Claude, ce sont ces générations qui ont dû se construire avec un regard racial, parce que Hutu et Tutsi sont des constructions coloniales, sont des constructions euh, qui n'avaient, enfin, ce sont les ethnies n'existaient pas dans le Rwanda précolonial. Et donc il y a toute cette reprise sur soi et sur sa culture. Alors, vous le montrez très bien dans le travail scolaire qu'effectue la jeune Stella et qui a le mérite pour le lecteur qui ne connaît pas l'histoire du Rwanda de montrer
cette manière effectivement dont le colonialisme a construit et opposé des individus qui n'étaient pas opposés ou des groupes qui n'étaient pas opposés dans la structure antérieure, hein, et ça on le comprend très bien. Et le trait d'union que forme Stella, du coup, est extrêmement puissant puisque elle arrive à toucher aux racines de ce qui était avant alors qu'elle est née après, en quelque sorte. Et elle réussit à relier les deux bouts. Et cette manière genre, de retrouver ses racines et de regarder plus haut, et peut-être aussi à mettre en relation avec le jacaranda, avec l'arbre qui donne son titre au livre, hein. Cet arbre qu'on a à l'ouverture et à la fin, et qui est véritablement l'arbre de Stella, ou en tout cas elle le prend pour tel, et jusqu'à un certain point elle fait corps avec l'arbre. Oui, tout à fait. C'est un arbre de la transmission, c'est un arbre protecteur, une figure tutélaire. Comme voilà, c'est une figure d'ailleurs, l'arbre tutélaire que l'on retrouve souvent dans les littératures africaines. Il est aussi porteur d'un lourd secret dont elle a peut-être l'intuition, ce qui la lie certainement à cet arbre. Euh, et puis l'arbre est aussi lui-même finit par être la victime d'un projet de société qui tend dans son progrès économique, dans sa vision de l'avenir, dans cette obsession du futur qui, euh, qui finit par lui aussi être cette victime et pose la question de qu'est-ce que l'on laisse euh, comme point de repère à la nouvelle génération? Sur quoi va-t-elle s'appuyer pour se projeter dans ce futur lorsque l'on efface des paysages intimes? Euh, il a toute cette symbolique, le jacaranda. Alors on va revenir dans un instant sur cette question de l'avenir tel qu'il s'esquisse pour le Rwanda dans votre livre, mais je vais d'abord passer de nouveau la parole à Anne de Peuffiou qui va nous lire un deuxième extrait de votre roman. Merci Anne. Merci. Merci à vous. Là, j'ai envie de vous lire un passage qui concerne le personnage d'Alfred, qui me semble aborder un petit peu tous les sujets dont vous venez de parler. Il commence page 78 pour ceux qui suivent. Alfred avait une beauté froide et énigmatique qui lui donnait un air dur, contrebalancé par son regard doux et son sourire à faussettes. C'était un soldat rwandais basé à Kinshasa, depuis que le Rwanda avait aidé le chef rebelle Laurent-Désiré Kabila à s'emparer du pouvoir au Congo, mettant fin à 32 ans de règne du maréchal Mobutu. Il avait grandi en exil, à Bukavu, une ville frontalière avec le Rwanda. En 1993, âgé de 20 ans, il s'était engagé dans les troupes du FPR et n'avait connu que la guerre depuis lors. Avec lui, il ne semblait y avoir aucune gêne, aucune crainte, aucun tabou. L'inverse de ce que je ressentais depuis mon arrivée, où chaque question, même la plus banale, paraissait susciter une certaine méfiance. Je me surprenais régulièrement à ravaler une parole, de peur de blesser, choquer, commettre une gaffe ou paraître indiscret. Alfred ne donnait pas ce sentiment. Il était léger et ouvert. Il ne correspondait en rien à la représentation que j'avais d'un militaire rwandais. Que fais-tu à Kigali? Je suis en permission. Je retourne bientôt à Kinshasa. Mais il y a des rumeurs qui s'amplifient selon lesquelles nous allons devoir plier bagages. Les Congolais ne veulent plus de nous. Et tu ferais quoi alors? Certainement retourner au front, à l'Est. Cette fois pour me battre contre ceux que nous avons mis au pouvoir. Cette guerre est sans fin. Il avait dit ça sans amertume ni lassitude, de façon presque détachée, comme s'il était passé de l'autre côté du miroir, là où plus rien ne vous atteint. Je suis pas fait pour la guerre. Je déteste le combat. Je vais te surprendre. Mon rêve était d'être acteur de théâtre. Quand j'étais au lycée à Bukavu, je faisais partie d'une troupe, on jouait Shakespeare, Racine, Molière, Aimé Césaire, Wole Soyinka. Mais alors, pourquoi t'es-tu engagé?
parce que mes grands frères sont partis au front et que ma mère aurait eu honte si je l'avais pas fait. Et puis il y a eu le génocide. Et aujourd'hui, les tueurs vivent à nos frontières, j'ai plus le choix. Mes parents ont fui le Rwanda en 1959 lors des premiers massacres contre les Tutsis. Mes frères et moi sommes nés au Congo. Mon père y était professeur de latin et de grec ancien à l'Athénée de Bukavu. En 1986, il a été licencié. Après ça, il est entré dans une longue dépression et il est décédé 2 ans plus tard, après avoir perdu toute estime de lui-même. Ma mère s'est retrouvée seule pour s'occuper de mes frères et de moi. Et entre 1990 et 1993, nous nous sommes tous les quatre engagés dans le FPR. Je suis le seul à être encore en vie. Et le chagrin a tué ma mère. 1 heure plus tôt, je rencontrais Alfred par hasard dans la rue parce que je cherchais à changer de l'argent et je me retrouvais maintenant dans le salon de son cousin, la gorge nouée par l'émotion. Je m'excuse de tout te balancer comme ça. Non, non, ça va, je suis content que tu me parles. Mais, pardon, hein, si c'est une question idiote, pourquoi tu ne quitterais pas l'armée pour poursuivre ton rêve de théâtre? Je peux pas. Tout reste fragile. Regarde ici comme la nouvelle classe politique est arrogante et vaniteuse. Elle comprend rien, recommence avec l'affairisme et la corruption comme le régime précédent, sans parler de tous les génocidaires qui ne pensent qu'à reprendre le pays. Nous n'avons pas autant sacrifié pour laisser la place aux incompétents, aux cupides et aux assassins. Les civils ne savent pas que la guerre, la paix, n'est qu'une guerre suspendue. Mais un jour, si tout se termine, je sais pas, tout est possible. Après le génocide, je pensais avoir perdu toute forme de naïveté et de légèreté. Et pourtant, il m'est arrivé une chose miraculeuse. Ah oui, quoi? J'ai rencontré une femme et j'en suis tombé éperdument amoureux. Il s'est arrêté de parler, comme si devant ses yeux cet amour s'incarnait. Encore une chose, pourquoi me dis-tu tout ça alors qu'on ne se connaît pas? Parce que je repars demain pour le front, et il est possible que cette fois la mort m'accepte. Alors, je serai un simple souvenir pour toi. Aussi dérisoire que cela puisse paraître, cette pensée me rassure, a-t-il ajouté en riant. De toute façon, je ne crains plus rien, sauf peut-être de ne plus être aimé. Merci beaucoup, Anne, de ce magnifique extrait. On essaiera de trouver le temps pour un mini extrait, un mini troisième extrait avant la fin de la conversation, parce que c'est tellement beau d'entendre les mots habités comme cela. Alors, merci Anne d'avoir choisi donc ce personnage d'Alfred, ce passage sur Alfred, parce que il touche du doigt donc ce thème problématique, je crois, dans le roman, qui est celui de l'avenir. Quel avenir pour le Rwanda? Et on se pose la question à plusieurs reprises parce que il y a des moments où on se dit tout va dans le sens des personnages, hein. Par exemple, je vais fonder une société, j'ai besoin d'argent pour acheter mes motos, etc. Mon ami a de l'argent parce que il a de l'argent qui vient de France et patatras, rien ne va marcher. Vous avez parlé de l'arbre sacrifié. On a cet homme qui veut être acteur et qui finit par être soldat et qui sait qu'il sera peut-être tué. Donc, quel avenir s'esquisse pour le Rwanda, pour vos personnages? On a l'impression à la fois d'un immense travail individuel et de difficultés d'ensemble. Oui, une société euh, qui a, qui a eu à subir un génocide. Et en plus, c'est assez particulier ce qui s'est passé au Rwanda, c'est-à-dire que ce sont les voisins qui ont tué leurs voisins. C'est comme dit l'historienne française Hélène Dumas, un génocide de voisinage, un génocide au village. Et donc il y a aussi ce rapport direct avec l'autre. On doit refaire société entre bourreau et victime, ce qui ravive de façon permanente la douleur des vivants, des survivants. Et donc, il y a, je pense l'expliquer dans le roman, c'est qu'il y a
des avancées extraordinaires sur le plan social, sur le plan économique. Mais je n'écris pas un roman pour raconter cela. Moi, j'écris un roman pour interroger le secret des cœurs, le secret presque nocturne de l'âme humaine. Et lorsque l'on s'assoit avec les gens au plus tard de la nuit et que le masque social tombe, euh, les gens, les gens nous racontent leurs rêves, leurs espoirs, leur impossibilité. Et donc c'est à ce rythme-là qu'avance le roman, vraiment à la hauteur de l'être humain. Alors, vous avez des personnages justement qui sont très attachants, hein, pour la plupart d'entre eux, qui ont cette épaisseur et cette humanité qui fait qu'ils souvent ne sont pas parfaits, qu'ils ont leurs moments de générosité, leurs angoisses, parfois leur petitesse, leurs leurs secrets parfois honteux et parfois quelque part des secrets généreux parce qu'ils ne veulent pas traumatiser l'autre. Et alors, je me posais une question qui est lorsque vous commencez à écrire votre roman, qu'est-ce que vous savez déjà de vos personnages? Est-ce que vous connaissez l'intégralité de leur vie ou est-ce que, ils se développent en cours de route? Oui, il se développe en cours de route. Je serais incapable d'écrire un roman si je n'avais pas l'impression de chercher quelque chose. C'est que j'ai une intuition, j'ai quelques images, voilà, comme un dessin que l'on esquisse, j'ai quelques traits, mais j'ignore où je vais. Là, les seules bornes que j'avais, c'était des bornes temporelles. Je savais que mon roman commencerait en 1994 avec une famille devant un écran, devant qui déverserait comme ça des images d'horreur, parce que c'est aussi de cette façon-là que le génocide à l'encontre des Tutsis au Rwanda est arrivé voilà, dans la vie du monde entier. Par ces images-là, les gens qui étaient nés à cette époque-là ont un souvenir de ces images-là. Même quand ils ne savent pas ce qui se passait, même quand ils ignorent les tenants et les aboutissants, je crois que c'est un choc générationnel. Et je savais également que le roman s'arrêterait en 2020, non pas parce que c'est l'année de la pandémie, je, je ne le savais pas à ce moment-là, mais parce que c'est le premier programme qui a été mis en place par les autorités qui s'appelait la Vision 2020, une vision, un programme socio-économique qui a été lancé en grande pompe par les autorités en prévoyant qu'à l'année 2020, le Rwanda aurait atteint certains objectifs de développement humain, de développement économique, ce qui d'ailleurs s'est passé. Et donc il y a toute une génération qui a grandi comme ça, avec une ville qui change, des routes qui se construisent, des hôpitaux, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, une augmentation de l'espérance de vie. Donc il y a eu beaucoup de progrès euh, que l'on peut chiffrer, des progrès statistiques. Mais je voulais les mettre euh, en parallèle, en miroir avec voilà, comme je disais, les progrès que les gens font avec leurs propres émotions. Alors, avant de repasser la parole à Anne pour une mini troisième lecture, une autre petite question. Je reviens donc sur votre travail de romancier. Donc, au départ, vous savez, vous connaissez votre point de départ temporel. Vous savez que vous allez être dans une famille franco-rwandaise et devant un écran de télévision. Qu'est-ce que vous savez d'autre de vos personnages? Est-ce que vous avez déjà des idées de personnages? Ou est-ce que vraiment vous commencez à écrire en vous disant, bah, je vais aller là où la plume me mène ou là où mon clavier d'ordinateur me mène? Je savais aussi que je voulais euh, avoir des générations. J'ai eu la chance, si je parle de moi, de connaître mon arrière-grand-mère, qui était
elle-même née avant l'instauration des cartes d'identité ethnique. Donc, et puis, j'ai aussi deux filles qui sont adolescentes aujourd'hui, qui vivent au Rwanda, qui grandissent au Rwanda, qui vont à l'école au Rwanda. Et donc, euh, j'ai eu cette chance, voilà, de connaître ces deux générations et, comme je disais précédemment, qui n'ont pas à se définir à travers cette carte d'identité ethnique, à travers. Aujourd'hui, au Rwanda, il est interdit de, de, de parler publiquement d'ethnie. Il est interdit de se définir ethniquement. On a aboli, c'est la première mesure qui a été prise suite au génocide, on a aboli les cartes d'identité ethnique et euh, la seule ethnie qui prévaut, c'est l'ethnie rwandaise. Donc tout le monde est rwandais. Donc c'est un contrat social de la société rwandaise. Et donc c'est 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 pour moi une découverte parce que moi, j'ai fait partie de ces générations qui doivent apprendre à se déconstruire. Et donc, de voir et mes filles et de me souvenir de cette grand-mère qui ne parlait jamais non plus de la question ethnique, eh bien, voilà, je savais qu'il y allait avoir cette discussion-là avec les générations entre. Et puis ensuite, oui, c'est ce que moi j'aime dans l'écriture romanesque, c'est la liberté que cela offre, c'est de me dire à chaque jour, au moment où je me mets à ma table, vers où les personnages vont m'emmener. C'est ça, ils finissent par prendre possession à travers une logique qui leur est interne, à prendre possession de l'histoire. Et je ne fais que les accompagner. Merci beaucoup. Anne, à vous pour une petite lecture et je reviens avec deux questions finales. Alors, un passage du début du roman, page 49, c'est la rencontre avec la grand-mère. Une femme âgée est venue à notre rencontre. Longue robe, épaisse lunette de vue, coupe de cheveux stricte aux reflets lumineux qui lui donnaient l'air sévère. Elle et ma mère se sont longuement embrassées, poitrine contre poitrine, se palpant les bras et le dos, tout en annonnant une litanie de salutations en Kinyarwanda. La femme s'est ensuite tournée vers moi, a fait une pause pour m'observer des pieds à la tête. Des larmes sont montées très discrètement dans ses yeux derrière ses verres à double foyer, puis elle m'a embrassé encore plus longuement en répétant mon prénom et en récitant de nouvelles formules que je ne comprenais évidemment pas. Je demeurais interdit face à cette étreinte appuyée. Ma mère a dit: Milan, je te présente mamie, c'est ma mère. C'était tellement brutal et invraisemblable que l'information a mis du temps à parvenir jusqu'à mon cerveau. Nous étions déjà dans la petite maison de mamie quand j'ai compris qu'il s'agissait de ma grand-mère. Ma mère ne m'avait jamais parlé d'elle, et j'étais anesthésiée de la découvrir aussi subitement. Une jeune fille employée de maison est venue prendre nos valises pendant que nous nous installions au salon. Dans la pièce exiguë, je me suis assise dans un fauteuil en face de ma grand-mère. Elle me fixait avec étonnement, une main recouvrant sa bouche tout en faisant un petit bruit de gorge semblable au démarrage d'un moteur. Plongée dans l'inconnu, je ne savais pas comment me tenir et me comporter. Pour la première fois, j'éprouvais soudain le trouble des origines. J'étais porteur d'un mystère, d'une filiation aux mille ramifications que cette petite femme, si éloignée de moi, incarnait comme une évidence nouvelle. Après ces instants de découverte et d'observation réciproque, Mamie m'a parlé en français, à ma grande surprise. Et qu'est-ce que vous voulez boire? Elle me vouvoyait. De l'eau, s'il vous plaît, ai-je répondu après m'être éclairci la gorge en adoptant le ton d'un enfant sage. Ma grand-mère a dit quelques mots rapides à ma mère en Kinyarwanda. Mamie aimerait que tu prennes un Fanta ou un Coca, a expliqué ma mère. Puis elle a ajouté, comme si elle me parlait en aparté, c'est plus poli. D'accord. Un Coca, ai-je demandé, sans bien comprendre en quoi cela pouvait être plus poli. Merci. Merci beaucoup, Anne. Encore un très beau passage magnifiquement lu. Alors, mes deux dernières questions. Donc, la première, ça va être le rapport entre vos deux livres, hein, puisqu'on a Petit Pays d'abord, très salué par la critique. Ensuite, Jacques Aranda, qu'on peut lire comme un roman indépendant, hein, il se lit très bien si on ne sait rien
de ce qui s'est passé avant, mais qui crée un lien, qui crée des liens, qui tisse des liens, puisqu'il y a certains personnages qu'on retrouve. Y aura-t-il un troisième roman? Est-ce qu'on aura une trilogie? C'est pas le projet. J'ai pas. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à Jacaranda comme une. Enfin, j'y ai pas du tout pensé pendant des années. Il s'est imposé à moi. En fait, les romans s'imposent à moi. Euh, j'ai l'impression que des sentiments finissent par déborder et que j'ai une urgence à le raconter et j'ai pris conscience d'une chose parce que je vis au Rwanda, j'ai pris conscience que j'étais vieux dans la société rwandaise. 70% des Rwandais et des Rwandaises ont moins de 30 ans, sont nés après le génocide. Et donc, euh, voilà, en côtoyant la scène artistique, en côtoyant les gens, j'ai fini par me rendre compte que j'avais des souvenirs qui n'étaient pas les leurs et des souvenirs euh, qui, je pense, devaient faire l'objet voilà, enfin, devaient être racontés parce que aujourd'hui, lorsque l'on vit au Rwanda, qu'on a accès à l'eau, à l'électricité, en tout cas pour, pour le cas de Kigali où je vis, où les gens sont sur les réseaux sociaux, on ne se rend pas compte à quel point tout a changé en si peu de temps. La première fois que je me suis rendu au Rwanda, c'était au lendemain du génocide, à l'été 1994. Le pays était un charnier à ciel ouvert. Et donc, cette distance temporelle qui a, qui est si grande, c'est imposé à moi. Je me suis dit, 30 ans, c'est le temps d'une génération, donc il faut le raconter. J'aimerais pour mon prochain roman m'éloigner de cette région tourmentée des Grands Lacs d'Afrique parce que c'est toujours euh, assez difficile émotionnellement. Je ne vais pas le cacher de passer des mois en présence de cette histoire parce elle ne m'est pas lointaine. Elle est au contraire, elle, elle a, elle a toutes les traces sont là dans dans ma vie, dans les rapports que j'ai avec les gens que j'aime. Et donc ne jamais sortir de cela, ça peut parfois être assez difficile à porter. Donc j'espère aller vers d'autres cieux pour le prochain roman. Eh Mais ce bien, n'est pas moi qui décide. alors, nous vous le souhaitons. Et ma dernière question sera, parce que nous avons parmi les étudiants qui vont regarder cette vidéo, un certain nombre peut-être de futurs écrivains qui se demandent comment faire, que faire, où aller. Donc, avez-vous des conseils pour une jeune femme ou un jeune homme qui aurait envie de devenir romancier, qui sentirait un désir d'être romancier ou romancière? Je vais dire des banalités, mais je pense on ne peut pas écrire si on ne lit pas déjà. Je pense il faut aimer le silence, il faut aimer faire silence en soi, du moins. Il faut, je pense qu'il faut aussi trouver sa propre langue, sa propre voix. Euh, voilà, alors je j'ai pas tant de conseils que ça, si ce n'est voilà, de se faire confiance et de peut-être aussi de ne pas oublier que ce qui compte, c'est pas tant dans un premier temps la langue, mais l'intention, le fond. Alors c'est pour ça que je considère qu'écrire, c'est réécrire en permanence et d'abord, si on a quelque chose à dire, de ne pas rester bloqué avec la langue, mais de déployer comme un peu une écriture automatique ce que l'on a en soi et ensuite revenir dessus comme un sculpteur qui finit par tailler la pierre, mais il faut d'abord avoir la pierre. Et donc c'est souvent ça qui freine, c'est qu'on a l'impression qu'on n'écrit pas une phrase suffisamment belle, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte, c'est d'abord
Ce qui compte, c'est pas, il faut pas tout de suite penser au résultat final. Il faut d'abord penser à ce que l'on porte en soi et et le déployer. Voilà, la feuille est est le meilleur des récipients. Et donc, voilà, faut d'abord déverser ce que l'on a en soi et puis ensuite y revenir comme une obsession. Merci de ces bons conseils qui vont sans doute donner de l'inspiration et de l'encouragement à un certain nombre de nos spectateurs, je l'espère en tout cas. Merci aussi et surtout, Gaël Faye, de cet entretien profond, généreux, vraiment comme votre roman, je dirais, qui permet de voir l'humanité qu'il y a, même au fond des plus grands troubles et de ce qui paraît être parfois un désert en termes humains. Donc merci à vous et j'espère que nous aurons un jour le plaisir de vous accueillir au Royaume-Uni pour célébrer avec vous vos romans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir et merci.